Castries? Allô, Castries? Oui, mon général? Dites-moi, mon vieux, il faut en finir maintenant, bien sûr, mais pas sous forme de capitulation. Cela nous est interdit. Il ne faut pas lever le drapeau blanc. Il faut laisser le feu mourir de lui-même, mais ne capitulez pas. Cela abîmerait tout ce que vous avez fait de magnifique jusqu'à présent. Bien, mon général. Seulement, je voulais préserver les blessés. Oui, et seulement j'ai un papier, moi. Je n'ai pas le droit de vous autoriser à faire cette capitulation. Alors faites ça au mieux. Mais il ne faut pas que cela finisse par un drapeau blanc. Ce que vous avez fait est trop beau pour que l'on fasse cela. Vous comprenez, mon vieux? Bien, mon général. Allez, au revoir, mon vieux. À bientôt. Une demi-heure plus tard, les armes se taisent dans la vallée et le silence reprend peu à peu le dessus. Après 56 jours de résistance, la bataille de Dien Bien Phu se termine en laissant des soldats meurtris. Que s'est-il réellement passé? Pourquoi les armes ont-elles été déposées alors que les ordres étaient de continuer le combat? La bataille de Dien Bien Phu sera la défaite qui va mener à la fin de la guerre d'Indochine. Laissez-moi vous raconter la bataille de Dien Bien Phu. L'Indochine française existe depuis 1887. Au début, Napoléon III voulait que ce pays colonisé serve à faire des échanges commerciaux avec la Chine. L'Indochine se compose de 5 territoires regroupés dans une fédération indo-chinoise. Le Laos, le Cambodge, le Tonkin et l'Annam sont des protectorats qui ont des statuts différents. Seule la Cochinchine est une colonie. Au début des années 1930, la France est fière de sa perle d'Extrême-Orient. La ville de Saïgon, par exemple, a vu la construction de bâtiments imposants dans les rues bien dessinées. Mais il y règne des inégalités sociales qui vont générer énormément de frustration. En février 1930, sur ordre du Vietnam CocDan Dang, un parti nationaliste se soulève et massacre ses cadres européens. La France va alors s'interroger sur les bienfaits de la colonisation. En mai 1940, la France s'effondre et les Japonais vont en profiter pour envahir l'Indochine. La France, qui est sous le régime de Vichy, accueille les Japonais à bras ouverts. En août 1945, suite à l'éradication de l'autorité française et au vide politique créé suite à la disparition du gouvernement général, les mouvements nationalistes vietnamiens refont surface. Le Vietnam Doc Lap Dong Minh Hoi, dit Viet Minh, qui a été créé par Ho Chi Minh le 18 mai 1941, regroupe un large front national. Le 2 septembre 1945 à Hanoï, Ho Chi Minh proclame l'indépendance du Vietnam. Suite aux accords de Potsdam de juillet et août 1945, l'Indochine voit son pays se couper en deux par le 16e parallèle. La partie nord doit être contrôlée par la Chine et le sud par les Britanniques. Bien sûr, la France compte bien reprendre sa colonie, mais avec un sentiment de crainte. À l'automne 1945, les troupes du général Leclerc arrivent en Indochine. Mais le Vietnam souhaite un régime communiste dans un pays libre et réunifié. Le Viet Minh, voulant son indépendance, commence à créer une nouvelle forme de guérilla que les Français n'ont jamais connue jusqu'à présent. À la fin de 1946, ont lieu de nombreux incidents dans les grands centres urbains, comme au Tonkin ou l'incident d'Haiphong. La situation devient de plus en plus tendue et la France sait qu'elle va devoir renouveler une guerre dans une de ses colonies. Le 19 décembre 1946, quelques minutes après 20h, profitant du calme de la soirée, les combattants du Viet Minh attaquent les garnisons françaises. La guerre d'Indochine vient de débuter. Un détail important survient, car il va changer la guerre d'Indochine. Suite à la victoire de Mao en Chine, le Viet Minh va bénéficier d'un soutien de force. Ses troupes vont s'organiser, s'armer et s'instruire à l'abri de toute intervention militaire. L'Indochine est devenue un enjeu de la guerre froide. En 1950, les compagnies du Viet Minh deviennent des régiments, et les régiments des brigades.
qui sont munis d'armes provenant d'Union soviétique. En septembre 1951, le général Delattre de Tassigny envoie un rapport au gouvernement français. Il peut survenir une catastrophe en Indochine. Il ne peut pas y surgir de miracle. La France manque cruellement de matériel militaire. Alors les États-Unis décident d'envoyer énormément de matériel pour que la France continue la lutte. Pour les Américains, il est hors de question que l'Indochine devienne communiste. En janvier 1952, suite à la mort du général Delattre de Tassigny, le général Raoul Salan est nommé pour prendre sa relève. Du 28 octobre au 14 novembre 1952, le général Salan, qui connaît très bien l'Indochine, déclenche l'opération Lorraine. Cette opération vise à s'attaquer aux voies de communication et aux dépôts Viet Minh pour donner un répit aux troupes franco-vietnamiennes qui sont en train de fortifier Nha San, qui doit être transformé en terrain d'atterrissage pour accueillir les C-47 Dakota. Ce sera une victoire française. Les troupes Viet Minh déplorent la perte de 3000 de leurs camarades. Les commandements du Viet Minh décident de porter la guerre au Laos, qui était en retrait de toute opération militaire. Le Viet Minh souhaite faire main basse sur les récoltes de l'opium, qui va fournir une manne financière supplémentaire à son économie. À la fin du mois d'avril 1953, le général Salan, fin observateur, décide d'attaquer les camps retranchés de Luang Prabang et de la plaine des Jars. Les troupes du Viet Minh, mal ravitaillées et épuisées, se retirent vers leur base de départ. Cette attaque de l'armée française aura permis d'éviter l'invasion du Laos. Le 8 mai 1953, le général Henri Navarre remplace le général Salan, que les Américains jugent trop timide et pas assez offensif. Jean Ferrandi, officier du 2e bureau des forces terrestres du Nord-Vietnam, dresse le portrait de Navarre. La personnalité physique était quelque peu impressionnante. Sous sa couronne de cheveux gris, son visage était constamment impassible et rien ne paraissait devoir le dérider. L'allure et le geste lent, onctueux même, il parlait sur ce ton sec et de commandement, si coutumier chez les officiers de ce grade. Un mélange de cynisme et de négligence. Rien ne semblait l'intéresser ni l'émouvoir. Pourtant, il se dégageait une noblesse certaine de toutes ses attitudes, qui était celle d'un seigneur parfois blasé, ne paraissant attacher aucun prix ni aucun intérêt à toutes ces choses qui l'entouraient. Le général Navarre devient le 7e commandant en chef en Indochine. Sa mission est d'étudier pendant 1 mois la situation en Indochine et de proposer un plan d'action au gouvernement, afin de trouver une sortie honorable au conflit. Le 19 mai 1953, Navarre atterrit à Saïgon et se rend ensuite à Hanoï. Dès son arrivée, il discute et s'entretient avec les combattants français. Mais il s'entretient également avec les politiques français et indo-chinois. Le 2 juillet 1953, il rentre en France et il a dans sa poche son plan d'action. Face au gouvernement, Navarre ne mâche pas ses mots. Il fait comprendre que les combattants français se battent sans but de guerre et cela les démoralise. Ensuite, il explique son plan. Au cours de l'année 1953-1954, les forces du corps expéditionnaire doivent avoir une attitude strictement défensive au Nord-Vietnam et doivent défendre le delta s'il est attaqué. Au Sud-Vietnam, la pacification doit être poursuivie. Les seules opérations d'envergure pourront être déclenchées pour assainir le centre-Vietnam, le Lien Cou du Viet Minh. L'année 1954-1955 doit être synonyme de la reprise de l'offensive au Nord-Vietnam, grâce à l'augmentation des formations vietnamiennes et à l'augmentation de l'aide américaine. Ce plan s'inspire des recommandations du général Salan, mais reste théorique. Le 24 juillet 1953, lors du comité de défense nationale, le général Navarre dresse, d'après les données communiquées par le 2e bureau, un tableau réaliste de l'ennemi. L'armée populaire du Viet Minh peut aligner désormais 6 divisions d'infanterie. En effet, au début de l'année 1953, ces divisions atteignent 9000 hommes, et au cours du mois suivant, elles atteindront 12 000 hommes. Ces divisions ont été mises sur pied selon le modèle chinois. Elles comprennent des unités de soutien et de service, telles que les compagnies de transport, du génie, des transmissions, etc.
Pour assurer sa défense contre l'aviation française, la division d'infanterie du Viet Minh possède un bataillon de DCA doté d'une vingtaine de mitrailleuses de 12,7 mm. Même si elle ne dispose ni de blindés ni d'aviation, elle peut compter sur une division lourde appelée Division Mixte Artillerie Génie qui rassemble plus de 8000 hommes. Dans le cadre d'une bataille, elle met en ligne 2 régiments d'artillerie, un régiment de DCA et un de génie. Le régiment d'artillerie est doté de canons de 105 mm HM2 d'origine américaine. Ils ont été fournis par les Chinois qui ont pris ces canons à l'armée nationaliste au cours de la guerre civile ou aux forces des Nations Unies pendant la guerre de Corée. Depuis sa création, l'armée Viet Minh comprend 3 types de combattants. Les unités régulières, les unités régionales et les unités de guérilla. Les unités régionales sont des unités autonomes chargées de mener dans un territoire donné des opérations locales telles que les prises de poste, des attaques de convois ou de dépôts, des embuscades de grande envergure. Les unités de guérilla sont quant à elles chargées de détruire des itinéraires, de saboter des ponts ou de récolter du renseignement. Elles sont formées de paysans ou de travailleurs qui délaissent leur emploi le temps d'une mission. Une fois que cette mission est terminée, ils reprennent leur quotidien comme si rien ne s'était passé. Les états-majors français estiment que le corps de bataille adverse a une force de près de 125 000 réguliers, qui sont renforcés d'environ 75 000 régionaux et de 150 000 à 200 000 guerrieros. Du côté français, le corps expéditionnaire comprend 175 000 hommes, dont près de la moitié sont des autochtones indo-chinois qui sont enrôlés dans l'armée française. Le reste se répartit entre Français, soldats nord-africains ou légionnaires. 55 000 Vietnamiens servent d'auxiliaires aux forces du corps expéditionnaire. Au total, il y a un dispositif de 450 000 hommes. Mais le général Navarre déplore la mauvaise qualité de ces hommes. La plupart d'entre eux ont une formation basique et beaucoup souffrent du climat indo-chinois. À la fin de l'année 1953, l'armée vietnamienne régulière atteint 150 000 hommes qui sont renforcés par les armées royales khmer et laotiennes. Ils totalisent ensemble 25 000 combattants. Le général Navarre sait qu'il peut renforcer ses forces terrestres avec l'artillerie et l'aviation. La France possède 571 tubes qui ont l'avantage d'être mobiles. Elle possède aussi 3 groupes de transport dans l'aviation, des 70 C-47 Dakota et une demi-douzaine de C-119 Flying Boxcar. L'aviation de chasse et de bombardement peut aligner une centaine d'appareils qui peuvent être renforcés par une quarantaine de chasseurs et bombardiers de l'aéronaval. À la fin du mois d'août, une question va se poser dans les états-majors de Saïgon et d'Hanoï. Que va faire le Viet Minh ? L'état-major de Navarre va s'interroger sur la stratégie que va mettre en œuvre le Viet Minh. Une fois que commencera la saison des pluies qui dure généralement jusqu'à la fin du mois de septembre ou jusqu'au début du mois d'octobre, 3 hypothèses sont envisagées. La première est celle d'une offensive généralisée sur le delta du Tonkin. La seconde est celle d'une attaque des garnisons contrôlées par les Français au centre Annam, dans la région des plateaux. La troisième et dernière hypothèse est celle d'une action en direction du nord-ouest, menaçant le pays thaï et le Laos. Au sein des services des renseignements français, beaucoup d'informations sont contradictoires. Ils ont reçu des relevés des préparatifs importants du Viet Minh, dont la construction des routes, la mise en place de dépôts qui semblent confirmer une attaque en direction du nord-ouest. Des écoutes des radiocommunications Viet Minh permettent de localiser l'essentiel de ces divisions autour du delta. En octobre 1953, le général Giap stipule dans ses mémoires que le delta tonkinois n'était pas l'objectif, mais que l'effort principal de ces opérations du nord-ouest était l'Ai Cho, le moyen et le bas Laos. Il n'est donc pas question d'une offensive majeure sur le delta à l'automne 1953. Le 19 novembre 1953, lors d'une réunion des cadres de l'armée populaire vietnamienne, les plans opérationnels de cette offensive sont plus précis. Le 20 novembre, l'armée française occupe la vallée de Dien Bien Phu. N'attendant pas l'attaque des unités régulières du Viet Minh, le général Navarre va tenter de désorganiser l'offensive adverse.
Il décide de lancer l'opération Mouette, qui sera confiée au général Jean Gilles, et décide de reprendre la conception de la manœuvre sur Hoa Binh. En somme, il souhaite enfoncer ses troupes en territoire Viet Minh, afin d'obliger la division 320 qui s'apprête à s'infiltrer le delta à réagir. Le 15 octobre, 2 divisions légères sous le commandement des colonels Van Uxem et Castries se dirigent vers Lai Kak, qui se situe à une trentaine de kilomètres de Phunocan, une ville située au sud-ouest du delta. Pendant 3 semaines, les opérations menées par les groupes mobiles franco-vietnamiennes infligent la destruction de dépôts et désorganisent le dispositif de la division 320. Le général Giap, de son côté, a perdu 3500 hommes et décide de mettre un terme aux opérations sur le delta. Le général Navarre, ayant appris cette nouvelle, ne cache pas sa satisfaction auprès du maréchal Juin. On ne savait pas très bien ce qui pouvait sortir d'une bagarre menée contre les divisions régulières Viet Minh, conjuguant leurs efforts avec ceux des 75 000 à 80 000 combattants de toute nature normalement infiltrés dans nos lignes. Au début de novembre 1953, beaucoup d'indices montrent que le général Giap reporte son effort sur la haute région. Les forces Viet Minh quittent le delta et se dirigent vers Lai Chau. L'objectif du commandant Viet Minh est double. Il faut qu'il s'empare de la localité et qu'il mette fin à l'action des maquis pro-français implantés en pays thaï, qui posent de sérieux problèmes aux troupes de l'armée populaire. Cette mission est effective au cours des 2 premières semaines du mois de novembre 1953. Le 17 novembre 1953, malgré une résistance acharnée des autochtones et de leurs cadres européens, le commandement considère que ces maquis n'existent plus. Les pertes du côté des partisans sont lourdes. Sur 1800 partisans, les 3/4 sont tués, blessés, prisonniers ou disparus. Ce sacrifice a permis aux Français d'occuper un petit village que les populations thaï appellent Muang Tan. Mais ce nom a changé à la fin du XIXe siècle et il est devenu dorénavant Dien Bien Phu. L'occupation de Dien Bien Phu est envisagée par les Français depuis juin 1953. C'est le général Cogny qui l'a suggéré au général Navarre. Cogny succède au général de Linares, qui était à la tête des forces françaises au Nord-Vietnam. Cogny est désigné le même jour qu'il reçoit sa 3e étoile, celle de divisionnaire. Le général de Linares ne fait aucun éloge à son sujet, tandis que d'autres le présentent comme un homme d'action, de commandement et d'autorité. Le général Cogny va évoquer la possibilité de créer une nouvelle base aéroterrestre à Dien Bien Phu, car le site offre beaucoup plus d'avantages pour défendre le pays thaï et couvrir le Haut-Laos. Les vallées de Dien Bien Phu se présentent comme une ellipse, dont l'axe nord-sud atteint jusqu'à 17 km et l'axe nord-ouest entre 5 et 7 km. Elle bénéficie d'un bon accès à Lai Chau par la piste Pavi. La vallée de Dien Bien Phu est verdoyante et faite de rizières. Une rizière, la Nam Yuen, arrivée du nord-est et fournit l'eau nécessaire à la riziculture. Elle est surplombée par une série de pitons peu élevés qui formeront les futurs centres de résistance française. La vallée est encadrée par un environnement montagneux, couvert par un manteau forestier. Celui qui souhaite envahir le Laos doit contrôler la vallée de Dien Bien Phu, car elle offre un accès direct au pays et fournit aux troupes une base de départ et de repli, ce qui est idéal pour des opérations militaires. Le Viet Minh l'a également compris et souhaite en faire une base opérationnelle dans la campagne au nord-ouest. L'idée de réoccuper Dien Bien Phu ne fait pas l'unanimité au sein de l'état-major de Cogny. Le 4 novembre 1953, le colonel Bastiani est l'un des opposants les plus farouches à l'occupation de Dien Bien Phu et met tous les officiers de l'état-major en garde contre l'opération Castor. Il pense que l'occupation de Dien Bien Phu n'empêchera pas Lai Chau de tomber aux mains du Viet Minh. Il va également dénoncer les illusions entretenues par l'état-major du commandant en chef sur une opération visant à barrer la direction de Luang Prabang et couvrir le Laos. Je suis persuadé que Dien Bien Phu deviendra, qu'on le veuille ou non, un gouffre à bataillon, sans rayonnement d'envergure possible, dès qu'il sera fixé par un régiment VM.
Alors qu'une menace certaine contre le delta se précise chaque jour davantage, on va immobiliser à 300 km d'Hanoï des forces de la valeur de 3 GM pouvant être mieux employées dans le delta du Tonkin. Les conséquences d'une pareille décision peuvent être très graves et il faut que les MIFT le sachent. Sensible aux arguments, le général Cogny, qui est l'initiateur du projet, commence à montrer des réticences, sans pour autant renoncer à l'opération. Le 11 novembre 1953, les responsables de l'armée de l'air commencent à avoir des doutes sur l'installation d'une base française en Pays Thaï. Et lors d'une réunion, ils présentent plusieurs objections à la faisabilité opérationnelle du plan envisagé. Le général Deschaux, chef du groupement aérien tactique Nord, soulève plusieurs questions, comme l'éloignement de Dien Bien Phu par rapport aux aérodromes du Tonkin, qui sont éloignés d'environ 350 km, les mauvaises conditions météorologiques au-dessus de la vallée, la sécurité de la piste sous la DCA ennemie, et enfin l'important besoin en tonnage de garnison, qui est de 80 tonnes par jour. Le général Navarre écoute attentivement ses subordonnés, se renseigne, et reçoit les objections des uns et des autres. Mais il décide finalement de donner son accord à la réoccupation de Dien Bien Phu, qui est prévue pour le 14 novembre 1953. La décision qu'il a prise est uniquement motivée par les responsabilités qu'il assure à son échelon, celui d'un commandant en chef en charge de la défense d'un théâtre d'opération qui est l'Indochine. Suite aux accords du 28 octobre 1953, la France doit s'engager à défendre le Laos en cas d'attaque. À l'aube du 20 novembre 1953, les généraux Gilles, Deschaux et Baudet, qui sont les adjoints du général Navarre, survolent Dien Bien Phu à bord d'un Dakota. Ils doivent décider si les conditions météorologiques ne compromettent pas l'opération Castor qui doit avoir lieu ce matin-là. En survolant la zone, ils s'aperçoivent qu'il y a une légère brume qui règne dans la vallée, mais elle n'est pas suffisante pour annuler l'opération aéroportée. À 7h20, le feu vert est donné à Hanoï. L'opération Castor aura bien lieu. Après avoir minutieusement préparé cette opération, 3 bataillons de parachutistes doivent sauter sur Dien Bien Phu, puis 3 autres bataillons doivent les rejoindre dans les 48 heures. La situation du Viet Minh autour de Dien Bien Phu n'est pas connue, mais le FTVN pense que le Viet Minh a un bataillon, le 910e bataillon du 148e régiment. Les Français savent également que le PC de régiment se trouve à Dien Bien Phu. Le même jour de l'opération Castor, ce même bataillon Viet Minh s'apprête à quitter la vallée pour gagner Lai Chau et participer à la liquidation des unités franco-thaï qui la défendent. Ces unités ont commencé à faire mouvement quand les Dakota arrivent au-dessus de leurs objectifs. Un combattant du Viet Minh raconte. Nous étions face aux avions de plus en plus nombreux. Nous avons compris que leur objectif était Dien Bien Phu. Nous avons reçu l'ordre de nous préparer à faire front et à défendre Dien Bien Phu. Entre 10h35 et 10h45, le 6e bataillon de parachutistes coloniaux, le 6e BPC, commandé par Marcel Bijard, est le premier bataillon à être parachuté. La drop zone, dite la DZ, nom de code Natasha, qui est située au nord-ouest du village de Dien Bien Phu, est occupée par de nombreux combattants du Viet Minh. Ces mêmes combattants ouvrent immédiatement le feu sur les hommes de Bijard. Certains perdront la vie sans même avoir touché le sol. Une fois les parachutistes arrivés à terre, le combat s'engage avec violence et dans des conditions extrêmement difficiles. Les compagnies du 6e BPC sont engagées dans le dispositif adverse. Un peu partout, les parachutistes livrent de sanglants corps à corps pour desserrer la pression ennemie afin de permettre aux sections de se regrouper. La situation dans le sud de Dien Bien Phu est satisfaisante. Le 2e bataillon du 1er régiment de chasseurs parachutistes prend possession de la DZ Simone sans difficulté. Vers 15h, alors que les combats font rage dans la vallée, une quarantaine de Dakota largue la seconde vague qui comprend le 1er BPC et 2 batteries de canons de 75 mm sans recul qui appartiennent aux artilleurs du groupement de marche du 35e régiment d'artillerie légère parachutiste. Pour les forces Viet Minh, le rapport de force entre eux et les Français n'est pas trop déséquilibré, mais elles décident en fin de journée d'abandonner le terrain aux Français.
Au soir du 20 novembre 1953, les Français dénombrent 15 tués et une cinquantaine de blessés. Le Viet Minh déplore 115 tués. Le nombre de blessés reste inconnu, car seulement 4 d'entre eux ont pu être récupérés. Le bataillon Viet Minh 910 évacue la vallée, mais laisse derrière lui quelques combattants qui seront chargés de recueillir du renseignement sur les Français. L'un d'entre eux est Nguyen Quang Truy, qui a été désigné pour rester à Dien Bien Phu avec quelques-uns de ses camarades. Il raconte. Notre mission est de nous mêler aux habitants locaux, de les sensibiliser, de les protéger et de nous renseigner sur l'ennemi. Nous devrons aussi informer les équipes de l'armée régulière de la situation du terrain, une fois qu'elles seront arrivées à Dien Bien Phu. Le 22 novembre 1953, 3 autres bataillons de parachutistes, le 8e BPC, le 1er BEP et le 5e bataillon de parachutistes vietnamiens, viennent renforcer les effectifs de la garnison qui s'élève désormais à 4560 combattants. Au cours du mois de décembre, les unités de réserve générale sont progressivement remplacées par des unités d'infanterie. Français, Vietnamiens, Thaïs, Africains, Nord-Africains et légionnaires composent la garnison de Dien Bien Phu. Les Français métropolitains qui sont présents dans la vallée ne dépasseront jamais 25% des effectifs totaux. Une intense activité règne à Dien Bien Phu et sur les collines qui entourent le village. Les parachutistes commencent à aménager leur position et les patrouilles de reconnaissance sont envoyées pour rejoindre les partisans thaïs de la région de Lai Chau afin d'obtenir des informations sur les forces adverses. Pendant ce temps-là, les sapeurs de la 17e compagnie parachutiste du génie, qui sont aidés par les paras de Bijar, remettent en état le terrain d'aviation qui a été endommagé par l'action du Viet Minh, mais également par le manque d'entretien. Pour les aider, un bulldozer est parachuté à partir d'un C-119. Le 25 novembre 1953, la piste est prête et les premiers Dakota commencent à décharger leur ravitaillement. Des barbelés aux moustiquaires, des sacs à terre, au matériel de cuisine, des munitions pour tous les calibres. En 18 jours, 1760 tonnes de matériel divers sont acheminées, soit près de 100 tonnes par jour. Le commandant en chef a pour intention de créer à Dien Bien Phu une base aéroterrestre centrée sur le terrain d'aviation qui sera défendu par 5 à 6 bataillons d'infanterie. Ils ont pour consigne de tenir sans esprit de recul la position défensive et d'assurer la libre disposition du terrain d'aviation. Les troupes de Dien Bien Phu doivent rechercher le renseignement en direction de plusieurs axes, réaliser si possible la liaison avec les forces du Laos et retarder la mise en place du dispositif Viet Minh par des actions puissantes. Le lieutenant-colonel Bijar écrit à ce sujet. Ces directives fixant une action dans un triangle de 100 km sur 60 et 50 peuvent paraître facilement réalisables sur une carte au A400 millième depuis un bureau. Mais tenant compte des difficultés du terrain, du ravitaillement, du peu d'unités aptes au combat en montagne et du travail défensif à effectuer à DBP, c'était en réalité une vue de l'esprit catastrophique. Dans l'esprit du général Navarre, la mission est claire. Faire de Dien Bien Phu une base pour de futures actions politiques et militaires. En d'autres termes, il faut rayonner à partir de la vallée et ne pas s'y laisser enfermer. Dien Bien Phu constitue une base aéroterrestre ou un ensemble logistique pour les troupes franco-vietnamiennes. Mais Dien Bien Phu souffre d'un défaut. Le colonel Pierre Langlais témoigne. Au début, les paras ont sauté. On a rasé les maisons. On a fait des trous et puis, ma foi, on est un peu parti sur ces positions-là. Ces lacunes au niveau de l'organisation défensive conduisent à d'importantes erreurs. Au centre du dispositif, on trouve l'antenne chirurgicale et les 3 postes de commandement. Tous se situent dans un rayon de 100 mètres. Langlais déclare à ce sujet « Il suffit de viser au milieu et on est sûr d'en toucher un. » Certains observateurs, au cours de leur visite à Dien Bien Phu, remarquent que les abris construits par les troupes manquent de résistance. Cette faiblesse aura des répercussions à l'issue des futurs combats. Le 7 décembre 1953, l'ensemble des forces françaises qui sont rassemblées à Dien Bien Phu est intégré dans un nouvel organisme de commandement, le groupement opérationnel du Nord-Ouest, dit le GONO. Le général Gilles, appelé à d'autres responsabilités, est remplacé par le colonel Christian Delacroix de Castries.
Au cours du mois de décembre 1953, la base aéroterrestre devient progressivement un endroit fortifié. Le plan de défense de Dien Bien Phu se concentre sur la protection du terrain d'aviation, élément clé du dispositif protégé par des collines auxquelles l'état-major des FTNV a attribué des lettres sur les cartes et calques de la région. Par la suite, ces lettres se transformeront en prénoms féminins. À la fin du mois de janvier, le Gono est en train d'atteindre sa physionomie définitive. 3 sous-secteurs ont été mis sur pied, composés chacun de centres de résistance qui sont occupés par un bataillon et dont les compagnies défendent 3 ou 4 points d'appui. Le sous-secteur nord, commandé par le lieutenant-colonel Trancard, est formé de 2 centres de résistance. Anne-Marie, qui est occupé par le bataillon Taille numéro 3, et Gabriel, défendu par le 5e bataillon du 7e régiment de tirailleurs algériens, qui est renforcé par une compagnie de mortiers lourds de 120 mm. Le sous-secteur sud, sous les ordres du lieutenant-colonel Lalande, comprend un unique centre qui se prénomme Isabelle, et qui est situé à environ 6 km du PC du Gono. Isabelle est occupée par le 3e bataillon du 3e régiment étranger d'infanterie et le 2e bataillon du 1er régiment de tirailleurs algériens, qui ont pour fonction principale d'abriter des obusiers de 105 HM2. Ils doivent agir prioritairement au profit du sous-secteur centre, les centres de résistance nord comme Gabriel. Le sous-secteur centre, sous le commandement du lieutenant-colonel Gaucher, comprend 5 centres de résistance avec pour nom de code Béatrice, Dominique, Eliane, Claudine et Huguette. Ce sous-secteur est le plus grand car il accueille les principaux postes de commandement, les services de l'ensemble des organes de soutien dont les équipements du service de santé, qui comprennent 130 lits et 300 brancards. La garnison peut compter sur un important appui-feu. Dien Bien Phu dispose de sa propre aviation, les petits Morane 500 d'observation, une demi-douzaine de chasseurs F-8 Birkat qui sont stationnés en permanence sur le terrain d'aviation, 3 autres chasseurs F-8F les rejoignent à la veille de la bataille. L'artillerie qui est présente à Dien Bien Phu représente une importante puissance de feu. Le 4e groupe du 4e régiment d'artillerie coloniale a détaché une batterie, soit 4 pièces de 155 mm HM1, le plus gros calibre dont dispose l'artillerie en Indochine. Les tirs d'appui sont assurés par les 24 pièces de 105 HM2, dont 8 pièces sont détachées à Isabelle. 3 compagnies de mortiers de 120 mm, ce qui fait au total 32 tubes, appartenant aux unités de la Légion étrangère, sont répartis dans divers centres de résistance. Claudine, qui défend la face ouest du noyau central, Dominique et Gabriel. Les mortiers de 120 mm remplacent les batteries de canon de 75 mm SR, qui étaient présents lors de l'opération Castor. Le colonel Witter, commandant l'artillerie des FTNV, juge. Les formes de trajectoire interdisent l'emploi du 75 SR dans la majeure partie du terrain autour de Dien Bien Phu. Cet avis ne sera pas partagé par certains officiers artilleurs du Gono, qui au contraire soulignent que l'utilisation des 75 SR peut être précise jusqu'à 2,5 km et peut donner de bons résultats dans la neutralisation des emplacements de tir du Viet Minh, qui ont été repérés au cours des combats. Le commandement a également souligné son intention d'avoir des blindés. Les chars ne seront pas engagés trop loin de Dien Bien Phu, mais ils seront utilisés dans le cadre des reconnaissances offensives limitées ou pour soutenir d'éventuelles contre-attaques si un centre de résistance venait à tomber entre les mains du Viet Minh. Dès le début du mois de décembre 1953, 10 chars M24 Chaffee, un modèle léger de 18 tonnes, arrivent à la base aéroterrestre de Dien Bien Phu. Le 20 janvier 1954, l'escadron de chars qui est placé sous les ordres du capitaine Hervouet est opérationnel. Quelques semaines plus tard, il prend le nom d'escadron de marche du 1er régiment de chasseurs à cheval. Au mois de février 1954, Dien Bien Phu apparaît désormais comme une forteresse imprenable. Toutes les personnalités politiques et militaires françaises comme étrangères qui visitent les lieux repartent avec un sentiment de confiance et de sécurité. Le journaliste Robert Guillain rédige un article dans le journal Le Monde qui s'intitule « Week-end à Dien Bien Phu ».
C'est une espèce de pièce gigantesque et compliquée, hérissée de pointes, boursouflée d'ouvrages, minés, creusés, compartimentés, labourés sur des kilomètres carrés, et plus habitée qu'une fourmilière. À la surface, plus rien ne pousse, sinon la prolifération de ronces de métal, les barbelés. Les barbelés en nappes immenses, en buissons, en haies parallèles, en brise-lames qui rejetteraient les assaillants vers les espaces ouverts où les museaux pivotants des mitrailleuses enterrées les couvriraient de leur feu à ras du sol. Pour tout le monde, si le Viet attaque, il se cassera les dents. Pourtant, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord, comme les conseillers américains, qui ont fait la guerre de Corée et qui trouvent les fortifications de campagne mises en place par les Français légères. En l'espace de 3 mois, la base aéroterrestre de Dien Bien Phu est devenue un véritable camp retranché. Au 31 décembre, 12 bataillons sont présents à Dien Bien Phu, soit 10 813 combattants. Du côté Viet Minh, le général Giap souhaite que la division 316 fasse mouvement vers Lai Chau afin de s'emparer de la ville avant que les parachutistes thaïs ne puissent s'y opposer. Au début du mois de décembre 1953, après avoir appris que les forces françaises utiliseraient Dien Bien Phu comme base pour leurs futures opérations et qu'ils y resteraient, Giap arrête sa décision définitive de livrer bataille à la garnison française. Le front du Nord-Ouest devient le front principal de la campagne en 1953-1954 et ordre est donné aux divisions Viet Minh de quitter la zone du Delta et de faire route vers la haute région. Le commandement français, grâce aux reconnaissances aériennes et aux écoutes, c'est exactement leur intention. La division 316, la 308, suivie au cours du mois de décembre par la division 312, des éléments de la division 304 et de la totalité de la division lourde 351, se dirige vers Dien Bien Phu. Le général Navarre est prêt à livrer bataille dans le nord-ouest. Au sein des états-majors, les premières informations révèlent que la garnison de Dien Bien Phu n'aura affaire qu'à 2 divisions du corps de bataille Viet Minh. Tout l'état-major pense que tout est possible, à condition que l'aide chinoise n'augmente pas. À ce moment-là, elle est estimée à 700 tonnes par mois environ, mais elle ne permet pas aux Viet Minh de réaliser une bataille prolongée trop loin de ses bases. Le 4 décembre 1953, le général Navarre ordonne l'évacuation de Lai Chau, qui est effective au bout de 3 jours. Cette évacuation se passe sans encombre, mais ça ne se passe pas pareil pour les vingtaines de compagnies thaï recrutées et organisées par Maki, soit au total 2000 partisans environ. Ces hommes seront divisés en 4 groupes et devront rejoindre par leurs propres moyens Dien Bien Phu. Certains combattants désertent ou succombent dans d'obscurs combats de rencontre. Les 200 hommes qui restent et qui sont accompagnés de leurs cadres européens rallient Dien Bien Phu au cours du mois de décembre. Les combattants français vont tenter de tenir ouverte la route de Lai Chau pour porter secours à des bataillons à partir de Dien Bien Phu. Mais cette opération de secours se solde par un échec. Le 11 décembre 1953, 2 bataillons de parachutistes appuyés par les 105 mm avancent à une quinzaine de kilomètres au nord de Dien Bien Phu pour recueillir la petite garnison du poste de Muang Pon et d'éventuels éléments du GMI. Assaillis de tous côtés par les éléments de la division 316, les parachutistes enregistrent des pertes sévères, mais évitent la catastrophe grâce à leur combativité et à l'envoi dans l'urgence d'un 3e bataillon dépêché depuis le camp retranché. Le 12 décembre, des bidons de napalm sont largués trop près des franco-vietnamiens, causant la mort de plusieurs d'entre eux. Le lieutenant Latan, commandant la première compagnie, relate. Le feu prit dans les hautes herbes et se propagea, constituant une nouvelle menace. Des hommes couraient pour échapper aux flammes, des blessés couchés hurlaient de terreur puis se taisaient, atteints par le feu. Ce fut un moment difficile. Éclatement d'obus de mortier, les nôtres et ceux d'en face, rafales courtes, flammes tourbillonnantes, explosion des munitions dans le brasier, cris des blessés rejoints par l'incendie. L'espoir du général Kony de mener une action offensive dans un triangle compris entre Dien Bien Phu, Lai Chau et Tuan Giao s'évanouit. À chaque sortie du bataillon français hors du périmètre défensif de Dien Bien Phu, les Français se heurtent aux unités Viet Minh et ne réussissent à se dégager qu'au prix de durs combats. Les journalistes vont appeler ça la cuvette de Dien Bien Phu.
Mais pour taire ce fait, le commandement français décide d'effectuer une liaison entre un groupe de 2 bataillons parachutistes sous les ordres du lieutenant-colonel Langlais, parti de Dien Bien Phu, et les unités du commandant Vaudrey, stationnées au Laos. L'objectif des 2 colonnes est d'atteindre le village laotien, le Sop Nao. J'échangeai une poignée de main symbolique avec le chef du détachement du Laos. Nous trinquâmes avec les bouteilles de rhum miniature des rations et reprîmes la route, chacun de notre côté, heureux d'en être quitte à si bon compte. En revenant à Dien Bien Phu, le lieutenant-colonel Langlais et ses hommes se cachent des unités Viet Minh, qui sont bel et bien présentes autour du camp retranché. Le Viet Minh a organisé de solides positions défensives, qui sont très bien camouflées, et les combattants font preuve d'une très grande discipline de feu. Les bataillons parachutistes qui doivent effectuer des sorties autour de Dien Bien Phu atteignent rarement leurs objectifs. Et quand ils réussissent à les atteindre, de violentes contre-attaques Viet Minh les rejettent à leur point de départ. Le général Navarre, qui croyait à une victoire, est désormais rongé de doutes. Le 1er janvier 1953, il exprime dans une lettre à Marc Jacquet les chances de succès français. Il y a 2 semaines encore, je les estimais à 100%, mais devant l'arrivée de moyens nouveaux que des renseignements nous annoncent depuis 2 semaines, des CA de 37 mm, peut-être de l'artillerie lourde et engins motorisés, je ne puis plus, si ces matériels existent réellement en nombre et surtout si l'adversaire réussit à les mettre en action, garantir avec certitude le succès. Au début du mois de janvier 1954, sur leur Python, les combattants de Dien Bien Phu gardent leur confiance dans la puissance du camp retranché et espèrent l'affrontement. Mais l'aide chinoise va s'accélérer avec la mise en œuvre de nouveaux moyens qui vont totalement bouleverser l'équilibre des forces au profit du Viet Minh. À la fin du mois de janvier 1954, l'armée populaire du Viet Minh aligne face aux 12 bataillons du Gono 28 bataillons d'infanterie. 7 appartiennent à la division 316, 3 à la division 304, 9 à la division 308 et autant à la division 312. La division 351, quant à elle, est au complet. Ces unités sont solidement retranchées dans les environs de Dien Bien Phu. Les mitrailleurs et canons de DCA du régiment 367 sont placés à l'est et au nord-est de la vallée. C'est une position susceptible de couper l'axe d'approche des appareils qui cherchent à atterrir sur le terrain d'aviation. Quant aux 24 canons de 75 mm et aux 16 mortiers de 120 mm du régiment 675, en compagnie des 24 obusiers de 105 mm du régiment 45, ils sont répartis au nord, dans l'axe de la piste Pavie, et à l'est, sur les hauteurs dominant Dien Bien Phu. Ils occupent notamment la côte 781. Les servants de canons de 105 mm ont réussi à hisser leurs pièces sur les pentes faisant face au camp retranché. Ils ont réussi à enterrer et à camoufler parfaitement leurs canons et peuvent désormais tirer sur les centres de résistance française. Les agents de renseignement prennent connaissance de ce dispositif et alertent l'état-major du Gono. Le général Navarre se renseigne auprès de ses artilleurs sur la menace qui pèse sur le camp retranché. La question qu'il se pose est de savoir si l'artillerie Viet Minh est en mesure d'interdire l'usage de la piste d'aviation. Le lieutenant-colonel Pirotte, quant à lui, est confiant. Si les pièces d'artillerie se dévoilent, elles seront aussitôt muselées par les feux de la contre-batterie. À partir du 31 janvier 1954, l'artillerie Viet Minh se manifeste pour la première fois. Les Français sont incapables de neutraliser les occupants des points d'appui qui sont appelés le canon japonais. Ces canons de 75 mm tirent de manière sporadique, et contrairement à ce qu'a affirmé le lieutenant-colonel Pirotte, ces canons ne seront jamais inquiétés. Pour ramener le matériel lourd ainsi que l'approvisionnement en provenance de Chine, le général Giap a remis en état 200 km de route et 100 km seront créés. 2 itinéraires principaux sont utilisés pour ravitailler les troupes Viet Minh. Le plus court emprunte un axe nord-sud, passant à proximité de Lai Chau. Cette route traverse des régions au relief très tourmenté. Elle sert surtout à transporter du riz à partir du mois d'avril et elle ne sera plus utilisée. La seconde route, qui est beaucoup plus longue, représente la voie de communication principale. Elle part de la frontière chinoise au niveau de Langson et rejoint Dien Bien Phu après avoir emprunté la RP-13, puis à partir de Conoy, la RP-41. De Conoy, les convois Viet Minh gagnent Tuan Giao, qui constitue la base opérationnelle du corps de bataille.
C'est à cet endroit que l'armée populaire stocke ses principaux dépôts. Un vétéran du Viet Minh se souvient. La construction de routes capables de supporter la circulation des pièces d'artillerie est un travail pénible. D'un côté les rochers, de l'autre des précipices. Il faut tailler la montagne habilement pour éviter les risques d'éboulement. La montagne est haute, les rochers sont de grande dimension. Ces routes seront camouflées par la végétation, et de ce fait l'aviation française ne verra rien. Toutefois, l'aviation a pu identifier des cibles comme des ponts, des carrefours, des zones de franchissement, mais le nombre d'appareils n'est pas suffisant pour réaliser une opération. L'état-major du Viet Minh, discutant avec les conseillers chinois, se met d'accord sur une attaque éclair sur le camp retranché. Le jour de l'offensive est fixé au 25 janvier 1954 à 17h. Le commandement français, quant à lui, est parfaitement au courant du plan Viet Minh, ainsi que de la date de l'offensive, grâce à la capture d'un combattant de la division 312 et au décryptage des écoutes. Le général Giap décide de repousser l'attaque d'un jour. Mais le 26 janvier 1954, il annule son offensive. Il dira plus tard que c'est la décision la plus difficile de sa vie. Mais sa décision est motivée par deux raisons. La première est que le Viet Minh a sous-estimé la véritable puissance du camp retranché en même temps qu'il prend conscience des insuffisances et lacunes dans sa propre préparation de la bataille. Et la seconde, c'est que le général Giap prend en compte les aspects politiques. Il sait que le 25 janvier 1954, une conférence doit avoir lieu à Berlin entre la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Union soviétique, qui doit définir le statut et la place de la future Allemagne. Mais il sait également qu'en France existe un fort courant en faveur de la paix en Indochine, et certains dirigeants souhaitent discuter à Berlin sur la question d'un règlement de la question indochinoise. Certains Viet Minh sont déçus de ne pas pouvoir en découdre tout de suite. Un cadre de l'état-major de la division 351 se souvient. En apprenant ce coup de tonnerre foudroyant, les soldats sont attristés et fâchés. Des critiques se font entendre dans la troupe. Cependant, les hauts gradés sont soulagés, car ils ont pleinement confiance de leur faiblesse et de leur impréparation. Le 6 février 1954, le général Giap prescrit une directive qui dit « Il faut isoler Dien Bien Phu, contraindre l'ennemi à dégarnir son camp retranché et à renforcer ses troupes à Luang Prabang. » En réalité, il n'a l'intention ni de prendre la ville, ni d'entamer le potentiel de la 308, qui est la division de fer. Cette opération pourrait permettre de sécuriser les routes en provenance du Haut-Laos, sur lesquelles pourraient transiter d'éventuels renforts pour Dien Bien Phu. Le 23 février 1954, subissant de grandes difficultés logistiques et devant la réaction française, la division 308 reçoit l'ordre de stopper son mouvement et de rejoindre Dien Bien Phu. Les hommes atteignent leur objectif le 28 février, mais en étant épuisés. L'état-major Viet Minh charge 9 compagnies de rechercher et de collecter des informations de toute nature sur le Gono. Dans un rapport, il est écrit « Les sources de renseignements les plus fructueuses, relate un rapport du 2e bureau après la bataille, ont été l'observation et les prisonniers ou déserteurs. L'adversaire n'a pas manqué en effet de profiter au maximum du terrain pour mener, à partir des contreforts de la cuvette, une observation directe et permanente de nos positions en contrebas. Il a obtenu des informations précieuses de nos nombreux déserteurs, Thaï pour la plupart, et des prisonniers qu'il a capturés au cours d'actions commando. » Le Viet Minh va également écouter des conversations radio-françaises, va lire la presse métropolitaine et va ainsi compléter ses connaissances sur la garnison de Dien Bien Phu. Du côté français, l'ordre de bataille du corps de bataille Viet Minh est connu. Sur la face nord et nord-est du camp retranché se trouve la division 312. Sur la face est et sud-est, la 316. Et les divisions 308 et un régiment de la 304 sont implantés à l'ouest et au sud. Au cours du mois de février, Giap est décidé de déclencher son offensive. Lors de la dernière conférence à Berlin, une annonce a été faite. Une conférence se tiendrait à Genève le 18 février 1954 pour régler les questions de fond relatives à la situation en Corée, mais également pour étudier le problème du rétablissement de la paix en Indochine. Cette nouvelle conférence a levé les dernières hésitations du Viet Minh. Il entend bien arriver à la table des négociations avec un atout majeur,
la prise de Dien Bien Phu. Giap est donc déterminé à remporter la victoire à Dien Bien Phu. Au début du mois de mars, les indices montrent que l'attaque est imminente. Le Viet Minh a même placardé des affichettes dans des villages de la vallée, qui sont pourtant abandonnés, invitant les habitants à cacher leurs biens et à se mettre à l'abri. Le 12 mars 1954, le bulletin de synthèse du renseignement se termine par ces mots. Il semble que nous soyons à quelques heures du coup de force. Castries va confirmer cette analyse, et dans la soirée, il annonce à son état-major. Messieurs, c'est pour demain. Mais la garnison au sein du camp retranché, même si elle souhaite une confrontation, ressent un sentiment de lassitude. Entre le 20 novembre 1953 et le 12 mars 1954, le côté français recense 1000 hommes blessés et 150 hommes qui ont perdu la vie. Certaines unités prélevées au sein des unités du Delta ont partiellement comblé le vide. Castries note. Presque tous les bataillons sont très au-dessous de leurs effectifs théoriques. Ce qui est dit est pourtant vrai. Le 3e bataillon de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère, qui est à Béatrice, s'apprête à recevoir le choc et ses effectifs n'atteignent même pas les 450 hommes.